Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV et VAR Azur TV. Évidemment sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. Le programme du jour, on va parler de ce match capital, décisif, couperé. On va voir un petit peu, c'est le match de dimanche au Vélodrome contre l'AS Saint-Etienne. On va parler également de la polémique du jour, une petite vidéo sur l'arbitrage voilà, qui est sortie hier soir dans le Late Football Club. On parlera également du centre de formation. Est-ce qu'il y a des petites pépites comme ça Est-ce qu'il y en aura d'autres que Camara, que Lopez? Et on va parler de tous ces sujets. Avec qui? Avec Manu, parce qu'on est en plein dans la semaine des Manu sur Football Club de Marseille. Après Manuel Moros, Manu Baranguet. Bonjour, j'ai pas le même palmarès que Manuel Moros. Est-ce que tu as plus de maillots que lui par contre? Ah, j'ai plus de maillots que lui. Il y a que Louis Nicolin qui m'a dépassé. C'est quoi ça, ce maillot? Ça, c'est le maillot 2 de Hajduk Split. Voilà. Très bien. Un jour, un maillot avec Manu Baranguet. C'est sur YouTube également. Idriss est avec nous. Bonjour à tous. Idriss, première fois que tu viens nous voir. Tu travailles également chez Chronos, chez nos amis de Chronos qu'on salue. Tu suis essentiellement le foot amateur, tu as travaillé aussi. L'AN2, les footballs de jeunes, ouais. C'est pour ça que vous m'avez invité, surtout le centre de formation marseillais. Exactement, on va parler de toi, tu vas nous sortir un petit peu des noms. Nico est avec nous également. Bonjour à toutes et à tous. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est la polémique du jour. Mais avant, quand même, on va vous rappeler qu'il y a un jeu concours sur cette chaîne. Et oui, parce que vous êtes nombreux à penser qu'on ne va pas y arriver aux 20 000. Et il reste 6 heures. Je vous rappelle les cadeaux, vite fait, là. Il y a ce magnifique drapeau qui vaut 2 centimes d'euros fabriqué en Chine. Il y a ce mug. Il y a un sachet de thé qui va avec. Le vendeur de tapis. Il y a un... Montre le livre, Nico, s'il te plaît. Ah ouais, ce magnifique livre. Excellent bouquin. Excellent bouquin. Nico va donner son suite Football Club de Marseille également. Je suis contraint et forcé. Je voulais pas m'en séparer, mais il rajoute. Il y a un vrai cadeau aussi, c'est le maillot de Gaël Andonian, de l'équipe nationale d'Arménie. C'est un joueur de l'Olympique de Marseille. Et Manu, très généreux, a décidé de faire une donation d'un chèque de 2000 €. N'est-ce pas? Bien sûr. Les chroniqueurs peuvent jouer pour le maillot de Andonian? Tu peux. Faut t'inscrire sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. Il reste 6 heures, même pas, c'est ça, quelques heures. 6 heures. Parce qu'il faut atteindre les 20 000 avant minuit. Avant minuit ce soir. C'est comme ça, c'est comme la date de clôture du mercato. Hop, sinon, on donne rien. Et oui, sinon, c'est tout ou rien. La polémique du jour. Tu as vu ou pas? Bah oui. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, on va vous passer la vidéo. C'est un petit flashback, retour en arrière, le match Nîmes-Olympique de Marseille que l'OM a perdu, qui a été entaché par une erreur d'arbitrage. Une erreur d'arbitrage manifeste ou pas? Une erreur de VAR, une erreur d'arbitrage. Voilà, une erreur de VAR, en tout cas. C'est ce qu'on croyait. Ce soir-là, on avait appris que la VAR n'avait pas fonctionné, qu'il y avait eu un bug d'oreillette. Du coup, l'arbitre central n'a pas pu arrêter le jeu. Et arrêter le jeu. C'est ce qui avait été dit après ce match-là. Je vous propose de regarder cette petite vidéo révélée dans le Late Football Club, c'était hier soir. On va revoir le moment où l'arbitre de terrain ne comprend pas justement ce qui se passe parce qu'il est dans sa décision, quoi. Hein. Il est dans son truc à lui. Surtout, il n'entend pas Amaury Delerue. Regardez et écoutez, on a sous-titré. Alors je voudrais voir le tirage. Le ballon est en jeu. Non. Pas Germain, celui qui pousse en premier. Pousse Briançon. Sur la cible droite, on la voit. Contre-attaque, on est en zone neutre maintenant. Le ballon Germain, sorti en touche. en premier et après il pas accroché. Donc c'est lui qui fait la Retard. On retarde. Benoît retarde. Il pousse Briançon. Plutôt rien, c'est reparti. C'est reparti, trop tard. Prêt. Pourquoi c'est reparti? Parce qu'il n'a pas entendu parler en même temps. Il n'a pas entendu quand je lui ai dit les 2 premières fois. Moi, je suis directement contre lui quand je la vois comme ça. Ça m'emmerde pas.
C'est 2 fois qu'il me le fait, que je vous laisse sifflerai après. Parce qu'il vient bloquer, comme il se met devant, il bloque après Briançon. Ok. Alors messieurs, nous on pensait qu'elle ne marchait pas l'oreillette, mais en fait elle a très bien fonctionné, non Idriss? Apparemment, d'après la vidéo de Canal+, apparemment c'est l'arbitre qui refuse d'aller voir la vidéo carrément, donc c'est pas un problème d'oreillette, c'est juste un refus de l'homme principal. Manu, t'es surpris toi de voir cette vidéo, cet échange? Tu te dis... Non, je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que j'aime pas beaucoup la VAR de toute façon. Et je ne suis pas très surpris non plus que la Ligue ait un petit peu menti, au moins par omission, en disant que ça n'avait pas marché. Mais bon, on voit clairement que Bastien n'écoute pas du tout ce qu'on lui dit. On lui dit, c'est pas sûr du tout que ce soit Germain qui fasse la faute en premier. En tout cas, au moins, ça mérite d'être regardé. Ils le préviennent. Attention, sinon ça va reprendre. Et ça reprend. Et surtout, il y a un parallèle amusant, on va dire, à faire, c'est que quelques journées plus tard, il y a Lyon-OM. Le jeu a repris depuis plus de 45 secondes et ça n'empêche pas l'arbitre d'aller quand même voir la faute sur Bertrand Traoré, qui est le pénalty. Il ne faut pas qu'il y ait sortie de balle, en fait. C'est ça la règle. Ah, ok, d'accord. Donc là, je n'étais pas au courant. Du coup. Après, je suis d'accord avec la polémique. Je ne suis pas mécontent de taper sur la VAR. Mais bon, ce jour-là, l'OM a fait un match dégueulasse et méritait de toute façon de perdre. Je ne pense pas que ça ait justement, changé parce que Rudy Garcia a beaucoup parlé d'arbitrage cette saison. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, Nicolas, nous serions à la lutte avec le PSG pour le titre s'il n'y avait pas eu, si cette faute d'arbitrage avait été corrigée? Je pense qu'on serait d'ores et déjà champion maintenant. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est sûr. Quand tu vois la prestation des Marseillais sur ce match, la magnifique défense centrale, Ramin Chaitatsar, les mecs, ils étaient encore à la Coupe du Monde. Non, faut arrêter. Je pense que c'était un match perdu mérité parce que tu n'étais pas bon. Et oui, tu t'es fait enfler un peu par finalement l'arbitre, pas la VAR. Parce que l'arbitre, lui, avait décidé, ouais, Germain, il me l'a déjà fait le coup. Donc. L'arbitre avait un peu un parti pris quand même sur ce coup-là et sur Germain en tout cas. En plus il exagère, Germain c'est pas Luis Suarez, c'est quand même pas le plus truqueur de la Ligue. C'est clair, il fait une petite poussette, quand tu commences à siffler ça, tu siffles tout. Hein. Et puis on va pas enlever du mérite à Nîmes aussi, qui était lancé sur un été et d'ailleurs qui confirme, on le voit aujourd'hui, Nîmes qui est bien placé, qui s'est déjà sauvé. Donc, Allez messieurs, on enterre ce dossier et on passe au match de dimanche. L'OM qui va recevoir Saint-Etienne, c'est le gros débat du jour. Alors l'Olympique de Marseille qui reçoit les Saint-Etienne dimanche soir au Vélodrome, c'est le choc de cette journée de championnat. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce match? C'est le match couperé, c'est le match de la mort. Le match de la mort. C'est quoi, Nico, c'est quoi, Manu, ce match? Non, c'est pas le match de la mort. Vu dans la situation où est l'OM maintenant, ils vont tous être un petit peu comme ça, quel que soit l'adversaire. Non, moi je le présenterai plus sur un bon vieux classique du championnat de France quand même. En plus maintenant ils sont concurrents pour le podium. Il y a surtout la revanche à prendre du match joué début janvier que l'OM a perdu. Pour le coup honnêtement cette fois Garcia avait raison, c'était pas mérité. Ils avaient plutôt bien joué, ils méritaient même presque de gagner. Donc plutôt comme ça. Ils seront tous maintenant couperés. Le match à Rennes était couperé. Si on ne gagne pas celui-là, à ton avis, on peut faire une croix pour la suite, pour le podium. Oui, parce qu'on a lâché des points à Rennes, qui est aussi une équipe bien classée. On a lâché des points à Reims, qui est aussi une équipe bien classée. Encore une fois, on a un match contre un concurrent direct ce week-end. Si on perd, déjà que c'est difficile, on fantasme à se dire si ils perdent des points là-bas, on va recevoir Lyon 2 journées avant la fin. On se fait des montages un peu compliqués pour essayer d'imaginer la 3e place, ou la 2e, imaginons. Si on perd dimanche, pour moi, il n'y a plus aucune raison d'espérer, c'est terminé. Ouais, parce qu'on en a un peu parlé lundi. Je sais que tu rates pas une seule émission Débat Foot Marseille, donc tu as écouté ce débat forcément. On disait, avec Manu, quand il y a un Manu, j'écoute toujours. On disait qu'en fait, on a l'impression qu'on est proche, mais il va falloir faire un parcours quasi sans faute pour aller chercher cette 3e place. Parce que même s'il y a que 5 points, il reste 12 matchs. Dans l'eau, tu joues à Paris aussi, mais j'aimais bien ce qu'a dit Mandanda en zone mixte. Et pour Sévère, on lui parle d'un joker, il dit oh là là, non, les jokers, on les a déjà tous grillés. Nico, ce match-là, si tu ne le gagnes pas, c'est mort. Comme dit la Provence, c'est un match à 6 points, parce qu'au-delà, comme vous dites, tous les matchs vont être couperés maintenant. Mais là, c'est psychologiquement, c'est important, parce que Saint-Etienne, ils sont devant toi au classement.
Donc déjà, psychologiquement, les battre, tu repasses devant eux. Et si tu veux vraiment lancer la dynamique de fin de saison, s'il ne le fait pas là, c'est fini, quoi. Ah oui, ça m'intéresse plus. Moi, j'aime pas l'expression match à 6 points parce que j'ai un vieux fond mathématique et c'est une hérésie. Mais ouais. C'est pas moi, c'est la Provence. C'est pas ma faute, j'ai rien fait. Écoutez, monsieur Bastien, vous vous êtes trompé, il faut l'admettre. Non, le choc, l'importance psychologique, oui, effectivement. Si tu bats pas à ce moment-là le club juste devant toi, la troisième place. Comme tu disais, déjà qu'il faut rien rater pour aller jusqu'à la troisième place. Le match aller, Saint-Etienne, on a vu aussi leurs limites. Ils avaient vraiment fait un match triste, Saint-Etienne. Tu les avais bougés, ça faisait longtemps que toi, tu n'avais pas fait un bon match comme ça. Et ils s'en sortent grâce à 2 coups de patte de Casery qui leur sauvent un peu le match. Tu te dis, Saint-Etienne, c'est pas non plus exceptionnel. Saint-Etienne, il faut une saison correcte. Mais quand tu les vois jouer, moi, j'ai jamais été emballé par Saint-Etienne cette année. C'est pas fou, quoi. Ouais, mais t'as pas l'impression que la phrase que tu viens de prononcer, elle pourrait aller pour l'OM aussi ? Ah oui, non, mais l'OM aussi, c'est pas fou. Après, mais il faut pas non plus monter Saint-Etienne comme un niveau de dingue. L'OM est censé être plus fort. L'OM n'est pas bon. Moi, quand on voit la série qu'ils ont fait, ils ont juste battu nobody là. Hein. Ils ont battu les fantômes de Bordeaux, Dijon à la ramasse et Amiens à la rue. Donc t'arrives même pas à enchaîner à Rennes, qui était fatigué en seconde mi-temps. Moi, je suis inquiet pour l'OM. Mais Saint-Etienne, c'est pas fou. Faut pas croire que c'est l'obstacle fou. Nice après, c'est pareil. Hein. Nice, ils sont pas en grande forme. Ils ont que des jeunes. C'est compliqué aussi, quoi. Après, si tu bats pas ces équipes-là, t'as plus aucun espoir, quoi. Après, encore une fois, c'est aussi par rapport à nos concurrents. Si on n'est pas capable de les battre devant, il faut pas espérer les passer. L'an dernier, on dit qu'on a raté le podium à domicile contre Montpellier par rapport à quelques matchs lâchés à gauche à droite. Sauf qu'on l'a perdu contre nos concurrents. On n'a pas gagné une des 3 équipes devant nous. Donc encore une fois, là on est combien ? On est 5e aujourd'hui ? Ouais, si on avec qualité de points à Reims. Voilà, donc si on gagne aucune des 3 équipes devant nous, sachant que tu as déjà joué 2 fois contre Lille et que tu as perdu 2 fois, il ne faut pas espérer être devant eux au classement, tout simplement. Donc là, même si j'aime pas, comme Manu, l'expression match à 6 points, je comprends ce qu'elle veut dire. Du moment où tu prends des points, ton adversaire ne les prend pas. 6 points psychologiques. Oui, voilà. Non, mais je te dis pas que tu comprends pas, mais c'est pour imager mon propos. Alors justement, c'est le gros point fort de Rudy Garcia depuis son arrivée, c'est les matchs contre les gros. On s'aperçoit qu'à chaque fois, ça bascule dans le... Mais après, contre Saint-Etienne, on perd un mauvais sens, en fait, Manu. Je suis désolé de faire encore l'avocat de Garcia, mais... tu es là pour ça. C'est un truc un petit peu faux. Il y a 2 choses. D'abord, les matchs contre les gros, ils sont quand même plus difficiles à gagner que contre les petits, donc tu en gagnes moins souvent. Ouais, mais tu ne gagnes jamais, là. Il n'aurait pas été champion de France avec Lille et 2 fois 2e avec la Roma et encore bien classé l'année où non, mais là, on parle il battait jamais des gros. Après, avec l'OM, pour aller légèrement dans son sens, c'est vrai, même avant Garcia, on ne gagnait pas contre les gros quand même. Hein. Bielsa, il a pris aucun point contre Monaco, il avait battu Monaco. Oui, le dernier match, c'est vrai, mais c'était pas le même Monaco. C'était pas le même Monaco, c'est vrai, il a raison. Non, je parle de Bielsa. Mais même avant. Oui, non, mais j'ai compris. J'ai compris Bielsa avec le but de Payet et d'Alessandrini dans les dernières minutes. Là. Non, il y a un problème récurrent depuis longtemps à Marseille face au gros. Avant Garcia, après Garcia n'a pas aidé à passer ce cap-là, mais c'est vrai que pour aller dans le sens de Manu, c'est pas complètement... Mais ça, c'est aussi un problème psychologique. Oui. Moi, je pense que c'est un problème psychologique d'approche de ces matchs-là, parce qu'il faut se transcender dans ces matchs-là, parce que c'est des matchs plus durs. Et Lyon, ils le font très bien. Et nous, on le fait très mal. Mais ça, du coup, on peut se dire aussi que Garcia, il n'arrive pas à les transcender. Il n'a pas réussi à faire mieux que ses prédécesseurs. Sans aller chercher même les grosses équipes, il n'y a pas des masses, des très grosses équipes en Ligue 1. C'est Lyon, Monaco, Paris. Cette année. Okay. Là, on sortait de 3 victoires contre des petites équipes, en gros. Il y a une équipe un petit peu en forme, un petit peu plus en forme, et ça cale. Oui. C'est quoi ? Pour le vrai problème, plus que les gros, pas les gros, le complexe psychologique, qui est peut-être un peu, décidément tu es très psy aujourd'hui, je suis d'accord, qui est peut-être un peu le vrai problème, et à peu près tous les suiveurs de l'OM sont d'accord, c'est cette oscillation d'intensité. La première mi-temps contre Rennes, c'est pas possible. Justement, dans un match où les autres sont euphoriques mais fatigués, c'est le moment de seconde mi-temps. C'est terrible que l'OM n'arrive pas à jouer 90 minutes, à part peut-être à Saint-Etienne, et ils perdent. C'est vrai. Alors, victoire obligatoire, on va dire, quasi, parce que dans le même temps, Lyon va recevoir Toulouse. Ouais, mais tu sais, ça c'est le genre de match à la con pour Lyon. 3 points assurés, mais je veux dire, quand même. Oui, mais Toulouse, il aime recevoir Manchester City, Barcelone, Arsenal, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Le reste, ça les intéresse pas beaucoup. Donc.
Non, mais tu vois, dans cette course. Tu peux pas calculer comme ça. Se lance. Ouais, non, mais genre, si tu. Tu peux pas compter sur les autres. Toi, il faut que tu gagnes. Non, t'as trop de retard. Ça sera trop dur d'aller jusqu'à la 3e place. Surtout une équipe aussi régulière que Lyon. Aujourd'hui, tu es obligé de regarder ce que font les autres. Parce que si les autres. C'est trop tôt, là. Gagnent tout. Tu regarderas quand Lyon ils viendront en Vélodrome. Donc, justement, tu vois, tu le dis. Si les autres gagnent tout, donc ça sert à rien de regarder les autres pour l'instant. C'est trop tôt. Il faut. Mais surtout que t'es pas OM Lyon, c'est la 36e. Ouais, c'est la 36e. Avant l'avant-dernier match. Ouais. Avant, voilà. Donc il faut viser pour être 2 points derrière eux, au pire, à ce moment-là. De toute façon, oui, nous, on n'est pas convaincus de prendre des points. Donc il faut pas se focaliser sur les autres, comme dit Nico. Il faut nous prendre des points, qu'on commence à assurer dans le jeu et sûr de nos forces. Et là, on pourra regarder devant en disant, bon, quand est-ce qu'ils vont lâcher des points, eux? Nous, on n'est pas capable d'en prendre. Ça me rappelle la saison Mitchell, où toutes les semaines, on disait, ah, mais si on gagne ce match, on va revenir à 2 ou à 3 points des places européennes. Alors, on n'en a gagné aucun. On n'a fait que des matchs nuls toute la saison. Donc, parce qu'on s'est trop focalisé sur les autres, au lieu de nous. Alors que là, c'est pareil. Dans le jeu, on n'a pas grand-chose. Là, on est sur une euphorie 4-4-2, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Il y a un peu Balotelli, il y a un peu un effet Balotelli aussi. Oui, voilà. Et pareil, il a raison, Nicolas, c'est un effet Balotelli. Il marque un peu, donc on essaie de trouver des points positifs à l'équipe. La charnière. Mais dans le jeu, la charnière, oui, c'est un point positif. Mais après, je parle dans le jeu offensif, dans la création d'actions. L'animation, elle ne va pas se l'inventer du jour au lendemain. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que c'est ce que je dis. Il va falloir attendre et être sûr de nos forces avant de pouvoir regarder les autres en disant, bon, c'est quand vous allez tomber. Alors que là, nous, on ne sait même pas si on va monter. Donc, Messieurs, on va pouvoir compter probablement sur un groupe au complet, sauf Jordan Amavi qui a pris sa sanction. Merci d'avoir posté ça sur Twitter hier. Grâce à toi, j'ai pu faire un petit article vite fait dans la soirée parce que j'avais pas l'alerte. C'est mon travail, tu es un client, les clients sont toujours les bienvenus. C'est très gentil, je te remercie. Donc Amavi qui a pris qui a pris. En fait, pour le carton rouge à Rennes, il prend un match ferme, un match avec sursis. Voilà. Comme il avait déjà eu 3 jaunes, il avait déjà un match ferme. Donc ça lui fait 2 matchs fermes et un avec sursis. La Ligue, pour le coup, on râle souvent contre la LFP. Elle a été gentille parce que la faute d'anti-jeu délibérée contre Nantes, c'est pas du tout un attentat, il lui fait pas mal et tout. Il coupe une action, ça méritait 2 matchs. Mais... Du coup, il jouera à Paris. Il va rater donc les 2 prochains matchs. Saint-Etienne, Nice, il pourra disputer Paris. Et donc RMC, pour les citer, expliquait que le retour de Strootman hier, c'était dans les tuyaux, qu'il allait pouvoir de nouveau s'entraîner avec le groupe et postuler pour une place dans le groupe. Oui, voilà, parce que sur le terrain, il ne va pas postuler. Voilà, déjà que Gustavo joue pas. Voilà, on l'imagine pas reprendre une place de titulaire de toute façon directement. Non, parce que dans les titulaires à remettre en place, il y a Luis Gustavo et Payet avant lui dans la file. Donc, Exactement, donc on va parler justement d'abord de Luis Gustavo. Lui, il faut le remettre direct Nico. Oui. Moi, je milite pour Luis Gustavo depuis un moment. Je trouve qu'il a été maltraité cette saison. Je trouve qu'il a joué beaucoup trop longtemps en défense centrale. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas retrouvé ce poste du milieu de terrain avant. Là, on voit bien que du coup, ça allait tellement loin que lui, on le sentait tellement agacé. Il a perdu de l'énergie dans l'agacement, alors que l'énergie, c'est bien quand il utilise lui sur le terrain pour mettre ce pressing de dingue, orienter le jeu, etc. On s'est passé de ce joueur-là. Alors moi, j'aime bien Sanson Lopez. Hein. Moi, je suis content de ce côté technique-là. Mais déjà, ne pas le faire jouer à l'extérieur à Rennes, je ne comprends pas. Et là, s'il ne rejoue pas, là, il y a un problème avec Gustavo, peut-être alors. Gustavo, toi, tu le réintègres immédiatement? Oui, moi je le remettrai titulaire dimanche contre Saint-Etienne. Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que Luis Gustavo a un problème? Est-ce que peut-être un problème dans le groupe? Est-ce qu'il a encore un problème physique? Est-ce que Garcia n'a pas envie, après tout ce qui s'est mal passé dans la saison, on n'a pas envie de toucher un 11 qui a plutôt bien fonctionné comme ça? J'ai pas d'infos. Si je savais que Luis Gustavo est fâché ou qu'il est encore un peu mal remis ou que Garcia délibérément a choisi ça, j'aurais un avis plus tranché. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, mais tout comme Payet. À mon avis, il faut remettre les deux. Les deux? Oui. On parlera de Payet après. Bon, je rajoute juste un truc sur Gustavo. Au-delà du niveau du joueur, au niveau de l'exemplarité, de ce qu'il met sur le terrain. Et en plus, c'est quelqu'un qui doit être déjà pour moi le capitaine de cette équipe. Et c'est l'exemple. C'est lui qui va tirer toute l'équipe vers le haut, toute l'équipe vers le pressing, vers l'idée de se faire mal. Et ça manque dans cette équipe. Il est le capitaine de l'équipe. C'est pas lui qui signe la feuille de match, c'est pas lui qui porte le brassard, mais c'est lui le capitaine de l'équipe. On le voit de toute façon sur le terrain. C'est lui qui donne les consignes. Payet, c'est pas un joueur très vocal sur le terrain.
quand on est en C'est le leader technique, je trouve qu'il a vachement changé. Depuis qu'il est capitaine, il parle énormément à l'arbitre, sur le terrain, tout ça. Mais c'est pas lui qui harangue les spectateurs. Les coéquipiers, pendant le match, défensivement, quand il y a une mauvaise relance ou un bloc qui est trop bas, tu vois que c'est Gustavo qui est au milieu du terrain et qui se retourne et qui engueule tout le monde. Donc après, voilà, le brassard, moi, je suis pas un fan du symbole du brassard. Donc pour moi, le brassard, c'est un tissu, un capitaine, il peut l'être tout à fait sans le brassard. S'il le remet pas, parce que là, il y avait la paire donc Sanson Lopez et Lopez qui a pas fonctionné, enfin qui a fonctionné, du coup il a maintenu ce milieu-là pendant 2 matchs. Mais là, s'il le remet pas, il peut le perdre, tu penses, Gustavo, jusqu'à la fin de la saison Non, je pense pas. Je pense que c'est un type qui est trop pro, trop compétiteur. Hein. Je pense pas. Je l'imagine pas du tout partir en boudin, claquer la porte du vestiaire. Mais ça peut sceller son avenir au club. Ah ouais, toi tu penses ? Oui, je pense que s'il voit que jusqu'à la fin de saison, comme dit Manu, il va rester professionnel, il va faire ses matchs. Mais je pense que cet été, il va dire entre le début de saison, vous m'avez fait jouer de défense centrale et quand j'étais prêt, vous avez préféré les deux. Ok, je pense qu'on n'arrivera pas du tout là, il va rejouer très vite. Dans l'éventualité. Ouais. Après, moi aussi, je pense qu'il va rejouer. Tu parlais de Payet, ça c'est le deuxième cas un petit peu compliqué parce que lui aussi, il n'était pas de cette série de bons résultats. Il était blessé. Il était blessé, il est entré en jeu à Rennes. Ça n'a pas été fou, quoi, son entrée en jeu. Ouais, mais... Est-ce que son cas est différent selon toi Ouais, moi, son cas est différent. Je trouve qu'on est... je lis vraiment des choses très très sévères sur Payet. Évidemment, il a fait des mauvais matchs, il n'a pas été très bon cet hiver. On a quand même un peu oublié que les 2 premiers mois, c'est lui et Thauvin qui portent l'équipe. Il a été très bon, vraiment très bon. Excellent. Ensuite, c'est un joueur qui est comme ça. Il est comme ça, il est un peu irrégulier, il n'est pas toujours très bon, mais c'est un super joueur. Il a énormément de talent, beaucoup de créativité et lui, il fait partie des joueurs qui méritent de rester un peu sur la pelouse, même quand ils sont moins bons, en disant bon, ça va peut-être un peu se débloquer. Si vous avez regardé Chelsea-Tottenham hier, il a fait pareil avec Hazard. Hazard, c'est un joueur génial. Hier, il n'est pas bon du tout. Il perd des ballons, il a tout raté. L'entraîneur laisse 1 heure sur le terrain. Au bout d'1 heure, bon, non, vraiment, ça va pas. Aujourd'hui, tu n'y es pas. Je t'aime, je t'adore. Mais aujourd'hui, tu n'y es pas. Et il le sort, il fait entrer Willian. Et puis Chelsea gagne. Je trouve que Payet il ne faut pas le traiter pareil. Il a suffisamment prouvé depuis 10 ans, 12 ans. Manu, par contre, je trouve qu'il y a une différence entre les deux. C'est que autant dans le nouveau système de jeu du 4-4-2, Gustavo il s'intègre parfaitement, autant Payet, il y a une autre question qui se pose. Alors ça, c'est vrai. Est-ce que tu le fais jouer sur un côté avec son côté je défends pas et j'ouvre le couloir, ou est-ce que tu le fais jouer un peu comme un second attaquant? Moi je pense que ça lui correspond plus quand même. Non, mais c'est pas faux, mais c'est caricaturé. Il défend pas parce que il défend moins que d'autres. Ça d'accord, il défend moins que d'autres. T'es déjà Balotelli dans ce cas-là. Il défend moins que d'autres, mais il défend plus qu'avant. Et vu la conjoncture là maintenant, à mon avis, si on lui dit tu joues à gauche et tu défends, oui patron. Il a fait en équipe de France déjà. Beaucoup défendre. Tu le vois faire ça, toi, intégrer ce couloir gauche? Non, pour moi, non. Parce qu'aujourd'hui, juste, je te laisserai continuer, Germain, Balotelli, on n'imagine pas trop Garcia changer ça maintenant, après le match de Germain à Rennes, non? Après, non, moi je pense vraiment que Germain est destiné à retourner sur le banc et que Payet va revenir sur le terrain. Et sur ce match-là, direct? Peut-être pas ce match-là, mais à terme, on restera pas en 4-4-2 parce que après. Ça me paraît logique. Même ou un faux 4-4-2, c'est de l'animation, ça. Mais Payet, il aime pas rester collé à son attaquant, il aime bien venir chercher les ballons très bas et même dézoner à gauche quand on a le ballon. Vous avez eu il y a quelques semaines l'excellent Zaki Noubir qui vous expliquait que sur un 4-4-2, dans l'éventualité où vous mettez Payet et Balotelli, ça se transformerait automatiquement en 4-2-3-1 parce que Payet n'aime pas rester dans cette position-là. Et vu que Payet défend de plus en plus, mais ça reste quand même insuffisant sur le côté gauche, surtout que, rappelez-vous, certes, il y avait Evra quand on jouait dans ce 4-3-3 et que c'était Evra Payet sur le côté gauche, on prenait systématiquement des buts que venant de leur côté. On a Amavi maintenant, tu sais. Oui, mais est-ce que c'est mieux qu'Evra? C'est pour ça, c'est ce que je dis. En ce moment, Amavi, il a aussi un galère des fois. C'est pour ça. Est-ce qu'on va coller à un Amavi qui n'est pas en confiance, un Payet qui n'est pas un cadenas défensif? Ocampos est mauvais offensivement. Ça, on est tous à dire, on l'aime beaucoup parce qu'il est combatif, tout ça, mais offensivement, il est trop léger. Défensivement, par contre, il va apporter l'aide à son latéral et il va courir, il va presser le latéral offensif, le latéral adverse. Ouais. Donc le problème, il est là pour ce 4-4-2. Ocampos, on sait que c'est un élément clé de Garcia aussi. Il aime bien, il aime beaucoup Ocampos. Il l'aime beaucoup, surtout un peu comme Luis Gustavo, comme locomotive de groupe.
À l'entraînement, quand les autres voient Gustavo et Ocampos, ils se disent si j'en fais pas presque autant, je me mets un peu leur montre. Et quand il y a des mecs qui courent dans tous les sens, tu te rends compte que toi tu cours pas. Justement, Payet revenir avec cette envie vraiment de regagner sa place, ou tu t'imagines pas plutôt il va se dire commencer à bouder, je suis pas titulaire. Oui, moi je vois Payet revenir, il a de l'orgueil. Hein. Ouais. Je suis pas dans la tête de Garcia, alors 4-4-2, 4-2-3-1, je sais pas, etc. Ce que je pense, c'est que Payet est tellement un des meilleurs joueurs de l'effectif qu'on va s'arranger pour qu'il joue. Un des meilleurs joueurs, est-ce que jusqu'à quand on pourra tolérer, entre guillemets, d'avoir un Payet qui joue 50% de ta saison? Après, c'est comme ça. Il a toujours été comme ça. C'est quand même un très gros salaire. S'il jouait 100% de sa saison, il ne serait pas à l'Olympique de Marseille. Il serait dans un plus gros club. Je vais citer quelqu'un dont on n'est pas forcément fan, mais qui pour le coup a raison. Pierre Ménès, qui disait si Payet jouait à 100% de la saison, il serait au Real Madrid. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Mais... Je suis d'accord avec Pierre Ménès. Il faut que je change de job. Il avait dit ça il y a longtemps. Bon, J'étais journaliste. Si Pierre Ménès préfère le soleil à la pluie, pour revenir juste il y a quand même un truc particulier pour ce match face à Saint-Etienne, c'est que, comme on le disait, à ma vie, il est suspendu pour 2 matchs. Donc ça peut changer la donne, parce que si tu mets un latéral gauche plus défensif... Ça caille. Donc voilà, ça caille, j'y arrive. T'as moins besoin d'avoir un Ocampos devant. C'est peut-être Ocampos qui peut sauter. Ocampos qui à Rennes a particulièrement été mauvais, moi je trouve. Est-ce que tu peux pas garder ton 4-4-2, mettre Payet à gauche et Sakai? C'est plus équilibré déjà. Et j'ajoute Ocampos qui est excellent en joker. S'il rentre pour 30 minutes. Oui, c'est ça, il va mettre un peu le bordel dans la défense adverse. Il va courir dans tous les sens. Et il courra la même distance en une demi-heure au lieu d'une heure et demie. Ouais, c'est ça. Donc moi, à mon avis, Payet à gauche avec Sakai derrière lui, c'est... En fait, simplement, je pense que Payet est un des meilleurs et qu'il doit jouer, même s'il est irrégulier. Est-ce que c'est pas, encore une fois, 50% du temps, est-ce que pour l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est suffisant d'avoir un joueur comme ça, payé autant, qui devrait délivrer plus? Alors je vais le dire autrement. Vu le défi que ça représente d'essayer de reconquérir la 3e place, ça peut pas se faire sans un grand Payet. Donc il faut qu'il joue. Oui. Et Payet, c'est le Payet à son niveau. Oui, mais s'il joue pas, il a aucune chance de jouer à son niveau. C'est son moment là. Il fait toujours les fins de saison. C'est son moment. S'il ne le fait pas là, rappelez-vous l'an dernier, c'était pareil. Hein. Il y avait un objectif Coupe du Monde. L'hiver, il avait disparu et il s'était réveillé début mars. C'est un ours, Payet. Et après jusqu'à la fin de saison, il a envoyé. Mais pour revenir sur son irrégularité, je sais que j'ai pas été un de ses défenseurs tout au long de la saison, mais on voit là sur les photos qu'on a vues à l'entraînement, il a fondu. Physiquement, il a perdu énormément de poids. On voit qu'il a l'air hyper fit. Donc peut-être que lui aussi s'est remis en question et qu'il est prêt à aborder la fin de saison. C'est un ours. Sort de l'hiver. L'avenir de Payet, vous le voyez à l'Olympique de Marseille? Il n'a pas le choix de toute façon avec le contrat en or qu'il a signé, il ne s'assoira pas dessus. Il faut convaincre son agent que la Chine c'est un pays merveilleux. Voilà. Il ira nulle part. Non, mais si l'OM veut progresser, franchir un cap avec pourquoi pas la Ligue des Champions, avoir. Mais encore une fois là, le top joueur c'est Dimitri Payet, c'est suffisant? Je pense qu'il faut penser plus large. Je pense que ça dépend. Quel entraîneur tu auras, si tu gardes Garcia ou si tu as un autre entraîneur. Et si tu as un autre entraîneur, comment il va jouer l'équipe? Est-ce qu'il a besoin de ce profil-là? Il faut aussi penser général, c'est un collectif le foot. Donc est-ce que Payet il a une utilité selon le système que tu mets en place? Mais il y a l'économie aussi, parce que tu n'es pas sûr de pouvoir le vendre bien. Bien sûr. Si tu veux le vendre. Moi je suis pour qu'on le garde et qu'il joue. Mais oui, mais c'est le salaire aussi. C'est le salaire qui pèse. C'est le salaire qui pèse sur la. Et oui, mais c'est la seule chance de l'OM de McCourt d'attirer des gros joueurs, c'est de payer cher. Tu joues pas la Ligue des Champions. Justement, si tu veux en attirer d'autres, il faudra peut-être t'en débarrasser de certains. Vu que Thauvin risque de partir. Allez, messieurs, on aura le temps de reparler de Dimitri Payet. Cette émission s'arrête sur Provence Azur TV. Et Var Azur TV aussi. Var Azur TV également. Mais elle se poursuit sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille et sur le site footballclubdemarseille.fr. C'est tout de suite pour un nouveau débat. Allez, messieurs, le petit débat. Camara Lopez, les arbres qui cachent la forêt ou pas? Eh oui, parce qu'on va profiter de vous avoir tous les deux d'ailleurs, parce que vous suivez tous les deux un petit peu plus. Oui, beaucoup plus que moi. Idriss, mais toi aussi, tu t'intéresses au football amateur et aussi à la réserve, aux équipes réserve de l'Olympique de Marseille. Mais avant ça, j'avais oublié tout à l'heure de donner un autre cadeau qu'il y avait pour ce jeu concours. Eh oui, t'es pas au courant? Non. Pourtant, tu regardes toutes les émissions. Ça doit être quand je suis allé chercher quelque chose dans le frigidaire. On fait gagner ici en exclusivité mondiale la biographie de Rudy Garcia, le football pour les enfants de moins de 3 ans. Eh ouais.
Expliquer à un enfant de moins de 3 ans. Expliquer à un enfant de moins de 3 ans. Donc c'est un cadeau supplémentaire qu'on fait gagner dans cette émission pour les 20 000 et vous avez jusqu'à Ce soir minuit. Ce soir. Attends, juste une précision. Ouais. Si comme Manu, vous avez une vie de famille, vous ne pouvez pas forcément toujours regarder l'émission à 17h30, il y a le podcast. C'est vrai. Exactement. Alors on a parlé de Camara, de Lopez, c'est les deux pépites quand même de ce centre de formation qui jouent en équipe première, qui sont imposés en équipe première. Idriss, toi déjà, Camara, est-ce que tu es surpris de le voir s'imposer si vite en équipe première? Non, parce que ça fait plusieurs années qu'on le sait. Ouais. Depuis qu'il a 16-17 ans, il jouait déjà avec la réserve en N2 contre des papas en face. Parce que la N2, il n'y a pas que des réserves, il n'y a pas que Nice et Monaco, même si cette année il y a Lyon en plus. Il y a des clubs comme Toulon, comme Annecy, il y a des clubs comme Martigues, avant il y avait Marignane aussi, il y avait Rodez. Des clubs qui ont des ambitions en plus, donc ils leur rentrent dedans et Camara, il sortait masterclass sur masterclass, donc on s'attendait. Et puis il suffisait de voir ce qu'on disait de lui en off et de voir les rumeurs qui traînaient sur lui à l'étranger, Manchester City, Liverpool, Dortmund. Donc oui, je t'attends à ce que dès 18 ans, dès qu'il souffle, ces 18 bougies, il rentre dans l'équipe. Il était vraiment au-dessus, ça se voyait au-dessus. Après, je vous le disais avant l'émission, pour moi, c'est le meilleur talent qui soit sorti de ce centre de formation. Devant Samir Nasri, pour moi. Voilà. Petit Camara, il te surprend aussi ou pas? Je répondrai pas, je le vois aller jusqu'où, parce que l'histoire du journalisme sportif est pleine d'erreurs comme ça dans tous les sens. Ce type qui avait écrit en 76, arrêtez de nous bassiner avec ce Platini, il est nul. Ouais. Voilà, je me lancerai pas là-dessus. Je trouve qu'il est très fort. Moi, il me surprend parce que je l'avais pas vu venir. Je m'intéresse beaucoup au foot amateur et à la N2, surtout depuis 1 an et demi. Donc il était déjà dans le groupe. Je trouve aussi qu'il est très très fort. Ce qui m'impressionne le plus, c'est son courage et son calme pour son âge et pour son poste. Ça, c'est très 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 prometteur. Les qualités techniques, physiques, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui ont grosso modo les mêmes. Par contre, on voit bien qu'il est très courageux. Il n'a pas peur de faire une bêtise. Il n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Donc je lui souhaite et je le vois aller loin. Oui. Marseille peut craindre de le perdre rapidement, ce joueur? Oui. Moi, je pense que les grosses offres peuvent arriver très très vite et je ne sais pas s'ils vont pouvoir y résister très longtemps. Après, on sait déjà que ça a été compliqué de le faire signer pro. On sait déjà qu'il y avait pas mal de monde pour le prendre à ce moment-là. Ça a duré plusieurs mois, que limite Garcia l'avait un peu puni derrière parce que ça avait duré un peu trop longtemps à son goût. Maintenant, la difficulté, c'est qu'à la fin de la saison, il ne restera plus qu'1 an de contrat. Donc là, il y a des négociations pour une prolongation. Il ne faudrait pas que ça tarde trop longtemps. Et effectivement, selon si l'OM n'arrive pas à arracher cette place sur le podium, si les départs de Thauvin, etc., comme prévu, ne se font pas, est-ce que Camara sera sacrifié? J'espère que non, parce que c'est quand même... Il a 19 ans, quoi. Si tu sacrifies déjà tes joueurs à 19 ans, avec l'ambition que tu as... Après, l'offre, tu vois, tout dépend de l'offre. Ouais, mais bon, l'OM a une ambition sportive. L'ambition sportive, tu ne sacrifies pas les jeunes de 19 ans. Quoi. Le marché des jeunes joueurs, ça peut être tout de suite une très grosse offre. Hein. De sources proches du dossier, la prolongation est en bonne voie. Et c'est là où on met Breaking News, les gars. AFP, messieurs, donc là, c'est du sérieux. Et... je ne pense pas qu'il partira là tout de suite, non. Parce qu'ils en ont un petit peu trop besoin. On va arriver, je pense, à l'arbre et à la forêt dont tu parlais. Ils en ont vraiment besoin. Alors évidemment, pas à n'importe quel prix. On a vu comment ça se passe avec Rabiot et le PSG. Mais Rabiot et le PSG est déjà plus confirmé à des niveaux de salaire où n'est pas encore Camara. Enfin, c'est pas tout à fait la même histoire. Ça vaut combien, juste pour finir, un Camara là? Un an chez les pros À mon avis, oui. Cet été, s'il continue sur cette lancée-là, ça se vend autour des 40-50 millions, oui. L'OM peut s'asseoir sur une offre à 40-50 millions? Bah oui, parce que tu peux faire 80 dans 2 ans, vu l'inflation du marché. Ouais, mais si pas Ligue des Champions. Oui, mais lui, il peut la jouer avec un autre club. Tu vois, le cash, ils peuvent le trouver sur d'autres joueurs que cash. Moi, je suis d'accord avec Manu. Et puis ça serait pas, comme tu dis aussi, pour le projet, la mise en avant des jeunes du centre de formation, le message serait hyper négatif de le vendre cet été. Est-ce que toi, tu vois d'autres gros potentiels chez les jeunes, dans les équipes de jeunes, qui pourraient débarquer dans les prochaines années, toi qui suis de près? Alors, moi, j'en vois plusieurs, mais après, on peut le dire en même temps. Si tu veux. 2, 3. Flippono, Alexandre Flippono, qui joue au poste de milieu récupérateur, qui est un excellent joueur. Moi, j'ai commenté beaucoup de matchs de la réserve cette saison.
Avec Chronos, juste. Avec Chronos, voilà, oui, vas-y, avec plaisir, avec toute l'équipe. Chronos. Chronos, avec Sylvain Poncet, Clément Corso, Nicolas Bontron et toute l'équipe. On sillonne la région tous les week-ends pour proposer des matchs de National 2 et selon les affiches, on choisit quoi. Et ça tombe souvent sur la réserve de l'OM parce que c'est toujours très intéressant et c'est celle qui fait le plus de vues. Donc on essaie de rendre service à un maximum de personnes. Ibokan qui fait de très bons matchs en réserve. Mais pour revenir sur les jeunes, sur Filippono. Filippono, oui, qui joue au poste de milieu défensif, une sorte de regista moderne. Il est d'une propreté technique affolante, d'une sérénité devant la défense. Il peut avoir 1, 2, 3 joueurs devant lui, il s'en fout. Et il va ressortir le ballon proprement. Et on en parlait avec Manu. Peut-être qu'il y aura pour l'instant un problème physique sur 90 minutes au plus haut niveau, mais il vient à peine de fêter ses 19 ans. Donc on a le temps, on a le temps de le lancer petit à petit. Regarde le petit Camara, on en parlait avant. Oui, mais Camara, c'est un monstre. Avec l'équipe 1. Camara, c'est un monstre. Lui, il joue en National 2. National 2, le gouffre, il est... Mais Camara, ça doit pas être un baromètre. C'est un monstre, Camara. Camara, depuis qu'il a 12 ans, 13 ans, on voit on sait ce que ça va devenir. Donc il faut pas que ça soit un baromètre. Mais plus, le baromètre, ce serait plus Lopez, qui était un excellent joueur, qu'on avait suivi déjà depuis très jeune, et qui a commencé à jouer à 19-20 ans. Lui, ce serait plus un baromètre, à l'image de Filippono. On l'a pas vu encore. Camara, ça doit pas être un... Lopez non plus. Filippono. Filippono, c'est pas Filippono, c'est PHL. Pardon. J'avais entendu Philippe. Non, c'est pas vrai. Tu l'as vu jouer ? Oui. Et je rajouterais, parce que quelqu'un de l'OM que je ne veux pas citer ici me l'a dit, que l'autre problème qu'il pourrait avoir, c'est l'intensité. C'est quand même pas, comme tu disais Nico, c'est pas du tout la même chose de jouer en N2 et en L1. Et c'est vrai que ce qui est très impressionnant, c'est sa tranquillité, y compris dans les situations compliquées, etc. Et c'est sûrement plus difficile si tu as sur le dos les joueurs du milieu de terrain de Lyon ou de Monaco que ceux de Annecy ou de Hasley. Mais il faut voir. Et il faudrait vraiment pouvoir le tester quand même en Ligue 1 et pas forcément trop tôt, parce que s'il est encore un petit peu juste, si c'est pour qu'il fasse une demi-heure épouvantable et que ça le brise, c'est pas sûr que ce soit... Pour cela, il faut être qualifié dans les matchs de coupe, malheureusement. C'est ça l'embêtant, voilà. Le problème aussi, c'est qu'il y a embouteillage dans cette équipe, dans son secteur de jeu, Nicolas. Il est dans un poste. On a recruté Strootman quand même l'été dernier. On pourra toujours discuter. Moi, je pense que Strootman, c'est un super joueur et ça peut être aussi un capitaine, etc. Mais on a recruté Strootman alors qu'on avait déjà Gustavo, alors qu'il y avait une autre priorité quand même au poste d'avant-centre. Et ça fait un embouteillage avec Sanson, Lopez en plus, des jeunes qui ont besoin de jouer aussi. Ouais. Ça devient vraiment compliqué, surtout quand tu joues avec seulement 2 joueurs à ce poste-là maintenant. C'est pour ça que je dis que cette saison, c'est peut-être trop court pour lui, mais dans le futur. Mais si tu joues en 4-3-3, c'est quoi ? Ça va être un des deux Non, lui, je pense qu'il a plus le profil pour jouer vraiment sentinelle, comme dirait Laurent Blanc. Okay. Devant la défense, le vrai 6. Le vrai 6, quoi. Ouais. Mais technique. Oui. Mais après, le Marco Verratti. Quand je dis oui, c'est ça en fait. C'est vraiment le même type de joueur. C'est vraiment le même type que Marco Verratti. Après, voilà, physiquement, il a du mal à tenir 90 minutes sur le même rythme pour l'instant. En National 2. En National 2. Après dans le duel et dans les contacts, il a absolument pas peur d'y aller. Mais ça veut dire qu'il faut le prêter en Ligue 2, ce joueur-là, qui grandit. Il est loin d'être ridicule, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait eu un OM Lyon en réserve, parce que les deux réserves sont dans la même poule. Il avait eu en face de lui Cacré, qui est un concurrent à l'équipe de France et tout. Ils ont à peu près le même profil, le même âge. Et il n'y avait pas eu photo sur ce match-là. Filippono avait été 2 classes au-dessus. Et les 2 équipes avaient terminé sur un 2-2. Est-ce que tu vois d'autres joueurs, d'autres très gros potentiels, des pépites qui pourraient débarquer? Pépite, le mot est peut-être un peu fort, mais il y en a un qui est, à mon avis, prêt depuis plusieurs mois, mais qui, à l'image d'un Filippono, pour le coup, au milieu de terrain, pêche par la concurrence plus haut. C'est Ali Abdallah Mohamed qui joue au poste de latéral droit, qui a devant lui à Sakai et Bounassar qui sont installés, donc c'est dur d'aller les bouger, mais lui c'est pareil, techniquement il est très propre, il est très serein, il a déjà l'âme d'un leader, c'est le vice-capitaine, Filippono et Ali Abdallah sont les 2 capitaines de l'équipe, et de toute façon on le voit, parce que nous quand on commente les matchs à l'OM Campus, il faut savoir que la tribune déjà n'est pas très grande, donc on entend très bien ce qui se dit entre les joueurs, mais nous on commente ras de pelouse en fait, on est quasiment collé à la ligne de touche, et souvent on l'entend parler, toujours des mots positifs pour ses coéquipiers. Quand il fait un appel et qu'il ne reçoit pas le ballon, il râle un peu. Donc ça témoigne aussi d'une certaine envie de vouloir faire les choses. Je crois que c'est le meilleur passeur de l'équipe aussi. Donc il a une qualité de centre qui est incroyable. Il a quel âge ? Lui, je crois que c'est un 99. Donc je crois qu'il a déjà fêté ses 20 ans, je crois.
Mais il a fait partie de l'équipe de Gambardella avec Rokia, Camara, Mourafidi. Mais là, il a déjà fait plusieurs apparitions dans le groupe. Il a fait quelques apparitions. Tu peux dire qu'avec les 2 matchs de suspension d'Amavi, il aura peut-être une place dans le groupe, vu que Sakai va jouer à gauche et Sarr à droite. Ça donnerait une possibilité là, pour le coup, sur le banc. Quoi. Et c'est ce que je vous ai remarqué avant qu'on commence l'émission. Il y a quelques semaines, il y avait eu un week-end sans National 2. C'était lorsque l'équipe s'est déplacée à Dijon. La National 2 ne jouait pas. Et dans le groupe, il n'y avait eu ni Chabrol, ni Ali Abdallah Mohamed, ni Philippe Ono. Il n'y avait aucun de ces jeunes. On ne leur a même pas laissé l'occasion, alors qu'ils ont eu un week-end off, d'aller voyager avec le groupe pour prendre des joueurs qui, j'ai rien contre eux, mais qui ne sont pas destinés à jouer comme Abdenour, comme Sertic, comme Ndji, qui est destiné à jouer 2-3 minutes en fin de match. Donc la gestion de ces jeunes-là aussi pose problème. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette gestion de Garcia des jeunes? Après, il est dans une logique aussi de résultats immédiats. Il n'a plus grand-chose à jouer, surtout avec le championnat. Le match à Dijon, ils sont un peu en crise, et comme l'a dit Nico tout à l'heure, ils n'ont plus les coupes pour jouer ça. Je pense que hors pépite, et je suis d'accord, Bouba Camara est une pépite, hors pépite, on peut peut-être attendre un petit peu encore avant de lancer. En fait, c'est une politique à très très long terme, la formation. Après, quand on a des joueurs de 19 là, et qui a presque 20 ans, donc s'ils ne commencent pas à jouer maintenant, ça va vite maintenant. Après, sans jouer, être dans le groupe, c'est bien déjà. Vivre avec les pros. Après, quand je parle du match de Dijon, c'est pas de rentrer tout ça. C'est au moins d'aller voyager avec le groupe et de commencer à rentrer dans cette vie de groupe professionnelle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le dernier, c'est celui qui fait beaucoup parler en ce moment, surtout avec la suspension d'Amavi, c'est le petit Nils Nkunku qui est latéral gauche. Lui, c'est le plus jeune des 3, il a seulement 18 ans, et c'est un 2000, et physiquement, de toute façon, il faut le voir, hein, c'est une bête, c'est une machine, il a des épaules pour son âge. Taïtaïwo. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça, et il a une qualité technique qui est assez forte. Ouais, voilà, techniquement, il est beaucoup plus fort. Il est très... je sais pas comment dire, il est puissant en fait, il est très véloce sur son côté, c'est un dragster quoi. Après, là où je suis pas d'accord pour le faire entrer tout de suite, après c'est mon avis, c'est que je pense que défensivement il est encore un peu trop léger. Je pense. En même temps, il est un peu trop léger. Après, le truc c'est pareil, c'est comme quand on avait Rokia en début de saison, on se disait oui mais qu'est-ce qui est le mieux, de continuer à faire jouer Amavi alors qu'il est mauvais, ou est-ce qu'on donne sa chance à Rokia, parce que même s'il est mauvais de toute façon, est-ce que ça sera pire? Rokia par contre physiquement c'est pas le même. Après Rokia voilà, c'est pas pareil, Rokia est beaucoup plus frêle et Nkunku est beaucoup plus musclé. Effectivement, ce genre de joueur, surtout à un poste où on sait qu'il y a des carences, tu te dis, sans le faire jouer forcément, c'est peut-être le genre de joueur qui peut avoir du temps sur le banc. Après, lui, ça fait pas très longtemps qu'il est là, hein, c'est sa 2e année au centre de formation. Est-ce que là, on parle vraiment de très grands espoirs? Non, c'est simplement les bons joueurs du centre. Philippe Ono est un très grand espoir, il est international, U19, et après Nkunku aussi est international U19. Mais je pense que voilà, Philippe Ono est un grand espoir et le reste, c'est des excellents joueurs qui sont amenés à performer. À devenir des joueurs pros. Mais qui sont pas amenés à devenir des cadres de l'équipe comme Camara. Et de toute façon, ça sera très long, le projet formation. Tu disais, l'arbre qui cache la forêt, c'est pas le même arbre, c'est pas la même forêt. Lopez et Camara, ils viennent de la gestion précédente. Ils peuvent servir de modèle et d'exemple, mais ils ne sont pas représentatifs de la nouvelle politique. Je trouve que l'OM essaye vraiment de changer quelque chose dans sa formation. Il faut 5 ans pour le faire, il faut sans doute 10 ans pour ressentir les premiers vrais effets. C'est un peu décalé. Par contre, oui, ils peuvent servir un petit peu de but à atteindre. Hein. Quand tu vois Lopez, qui a été bon à l'époque où l'équipe coulait un petit peu, c'est pas mal ça, quand même. Ouais. Et puis plus bas aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, au club, on me dit que les générations qui arrivent derrière, elles sont 2 voire 3 classes au-dessus de celles qui en ce moment. Ah ouais, donc les U17 et les U15, sont leaders, je crois, en plus de championnat de DH. Ça change de la réserve. Ils sont quasiment invaincus, voire même invaincus. Et pour avoir souvent des amis qui vont voir les matchs, les retours sur certains joueurs sont dithyrambiques. Notamment 2 jeunes Comoriens qui jouent avec les U17, Kamardine et Isaac Liadji, qui sont... moi, je les ai vus en vrai, déjà j'étais pas mal impressionné, notamment pour Isaac, qui est un ailier qui joue à droite. Il a les 2 pieds. Il est aussi à l'aise du gauche que du droit. Il est buteur, il est dribbleur. C'est un très bon passeur. En contre-attaque, il va tellement vite que c'est limite de lui donner un but direct. Et pour Kamardine, derrière, il est déjà très grand pour son âge. Techniquement et tactiquement, il a l'air d'avoir déjà 25 ans. Donc à voir ce que ça va donner plus tard. Mais encore une fois, c'est que du 17. Pour jouer en National 3. Juste pour conclure, le fait d'avoir ces 2 équipes
qui sont en route vers la descente, c'est pas problématique ça par contre, et c'est pas aussi un indicateur du niveau. C'est problématique, mais c'est pas un indicateur. C'est pas un indicateur parce qu'en N2, ils choisissent de faire jouer des jeunes très jeunes, classés en catégorie. C'est l'effectif le plus jeune du championnat, devant Nice. Donc, avec Ibochan dans l'effectif. Ibochan, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils jouent des fois contre des papas, des types plus roublards et tout. C'est un choix délibéré. Le but de l'équipe réserve, c'est pas de gagner le championnat national 2. C'est de se maintenir. C'est de former des joueurs, d'essayer d'en former 1 ou 2 pour l'OM, 2 ou 3 pour qu'ils aient le niveau Ligue 1, Ligue 2 et qu'ils fassent carrière et tout. Ça, c'est pour attirer les prochains jeunes en disant vous voyez bien qu'on sort des joueurs et non pas juste un, parce qu'on est d'accord, Camara, il est formidable, mais tu peux pas dire regardez, on travaille bien Camara. Non, Camara, il va percer partout, il est très fort. C'est pour ça que je vous dis Camara, ça doit pas être un. Par contre, il faut pas descendre parce que là déjà à N2, le gap est long et tout. Si t'es jeune, tu les lances en N3, ça va être compliqué. C'est embêtant. Et puis pour remonter, il y a des tensions au sein mais ça je pense que tu le sais mieux que moi, il y a des tensions au sein de l'équipe parce que les formateurs purs veulent former et d'autres responsables disent oui mais attention, il faut quand même pas descendre, et les deux ont un peu raison. Il faut bien de temps en temps mettre du Robochan qui au moins lui le fait sérieusement, alors qu'il y en a d'autres qui en ont rien à fiche. Il y a des pros qui voulaient pas jouer les matchs à l'extérieur, notamment avec la réserve, notamment un défenseur tunisien qui n'aime pas trop. Il faudrait quand même pas descendre, et ils sont mal barrés. Ils sont très mal barrés. Après pour le coup ils essayent en ce moment de faire jouer certains joueurs sur les deux tableaux parce qu'il y a des joueurs comme Marley Hake qui est un ailier qui fait une très bonne saison, mais je le vois pas aller beaucoup plus haut, ou comme Philippe Ono qui joue le samedi avec la réserve la deuxième mi-temps et le dimanche avec les 19 où il joue 90 minutes. Parce qu'on essaye de sauver les deux équipes en fait. C'est compliqué quoi. Et le truc c'est qu'à terme ça va leur donner beaucoup de choses à faire à ces jeunes. Allez messieurs, c'est terminé. Cette émission s'arrête. Merci Nico, merci Idriss, merci Manu. Avec plaisir, merci à vous. N'oublie pas, tu dois signer un chèque de 2 000 € ce soir peut-être pour nos abonnés. T'as une petite marge de manœuvre quand même. C'est comme ça, mais t'as beaucoup d'argent, donc c'est pas grave. Oui. C'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans mon salaire. C'est moi qui paye Florent Thauvin. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat foot Marseille, ce sera lundi prochain. Ciao, ciao.